c'est chiant. Si, sur le nom des échos. Je la présenterai. Bonsoir à toutes et à tous. Je propose à Kevin de faire l'appel, si possible. Qu'est-ce qu'il a dit? Rachel Sacussi. Présent. Manuel Bourguin. Présent. Aurélie Mialon. Robert Vivares. Présent. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Marie Ballestero. Daniel Azemar. Xavier Motou. Cécile Dos Santos. François Castillo. Katia Siette. Georges Lopez. Nadia Bentard. Patrick Delbach. Procuration à Ballestero. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Gilbert Castinera. Marie-Hélène Chassagne. Va arriver, je ne sais pas où est Marie-Hélène, si elle est toujours souffrante. Florent Cos et Annick Sadje. Merci. Comme le veut le règlement intérieur, je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance. Si personne ne lève la main pour être candidat, je propose la candidature de Rachel Sacussi. Je le mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, donc tout le monde est pour. Je vous propose de traiter d'abord des questions financières, comme ça, si M. Roy veut être libéré plus tôt, il le pourra. Non, je dois demander le rajout de questions à l'ordre du jour, qui seront aussi financières. Deux questions à l'ordre du jour, un qui est une modification et l'autre qui est en lien avec la modification que nous vous proposons. Il y avait dans l'ordre du jour l'autorisation de crédit, l'autorisation de programme et le crédit de paiement pour la traversée urbaine. On a souhaité y apporter une modification, non pas sur le volume du projet, mais plutôt sur anticiper son financement avant de savoir si nous aurons ou nous n'aurons pas des subventions, et c'est-à-dire de prévoir qu'un emprunt pourrait financer cet investissement, un emprunt conséquent. Donc c'est pour ça que nous vous demandons de bien vouloir modifier cette délibération et derrière d'ajouter une délibération qui soit l'autorisation de commencer à négocier l'emprunt en question, donc qui est un emprunt de 2 800 400 000 sur 2022, mais cela, vous l'aurez dans le budget tout à l'heure, et 2 400 sur 2023. Alors, la raison pour laquelle on demande leur ajout là, c'est l'alerte faite par le service des finances de la ville et par les différentes associations de collectivités locales sur le possible envol assez rapide des taux d'intérêt. Et pour négocier et figer un taux d'intérêt le plus favorable possible à la collectivité, il faut que le conseil municipal ait délibéré le plus tôt possible lui aussi, parce que nous ne pouvons pas entamer des négociations et figer ces négociations sans que le conseil municipal, évidemment, se soit prononcé, sachant qu'il sera informé, évidemment, du résultat des négociations par le mécanisme des décisions du maire, et surtout l'emprunt conséquent, il ne viendra que sur le budget 2023, donc il sera dans le débat du budget 2023. Donc si vous l'acceptez ou s'il n'y a pas de questions, je vais mettre aux voix le principe de l'ajout de ces questions à l'ordre du jour. Donc qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, personne. Je vous remercie pour cette modification de l'ordre du jour. Donc, nous revenons à nos questions budgétaires, sachant que le point 1, information conseil municipal sur le tableau des indemnités 2021, est désormais une obligation légale en lien avec le budget et doit être présenté au moment du budget, donc fait partie aussi des documents budgétaires à présenter. Si cette information-là n'appelle pas d'observation de votre part. Oui. Oui, j'ai une question concernant ces indemnités. Je pense que le document respecte la réglementation, néanmoins il y a quelque chose qui pique notre curiosité. Pourquoi ne pas afficher les indemnités de l'agglomération et celles de l'OT s'il y en a? Et ce faisant, serait-il possible que vous nous rappeliez les deux délégations, SICTOM et AGLO,
de vos délégations. Alors, au T, il n'y a pas d'indemnité. À Glose, il n'y a pas d'obligation, mais elles ont été votées, donc elles sont connues. Et surtout, le même document est présenté en communauté d'agglomération. Alors, je ne crois pas qu'il ait été présenté au titre d'information, mais il doit être dans les documents budgétaires. La seconde question, c'était nos délégations au SICTOM. Ben, déjà, au titre de la transparence, l'indemnité de l'agglo. Il faudrait que je l'ai en brut. Là, honnêtement, je ne l'ai pas, mais je pourrais la donner. Je ne l'ai pas en tête, je l'ai en net, dégrévé de mes impôts. Ça doit être autour de 1 200 €. Il faudrait que je cherche sur mes comptes. Mais je peux le publier sans aucun problème, puis ça avait été voté en conseil communautaire, donc j'ai pas de souci sur cela. Sur la délégation de Georges Lopez au SICTOM, il répondra lui-même. Sur ma délégation ou mes délégations au SICTOM, c'est la collecte et les déchetteries, essentiellement. Collecte, donc, y compris biodéchets et changement des consignes de tri à l'horizon 2023, évolution aussi à prévoir dans le fonctionnement des déchetteries et dans la répartition des déchetteries sur le territoire. Et à l'agglo, c'est plus vaste puisque c'est l'aménagement durable du territoire. Donc ça touche tant au grand projet de l'agglo qu'à des réflexions sur l'urbanisme de l'agglo et sur différentes thématiques. Georges, peut-être? Là. En ce qui me concerne, donc la délégation, c'est le commerce, relation avec le commerce en général. Du coup, vous êtes en train de dire que pendant des années, vous vous êtes battu notamment avec Pierrette Varia contre la redevance, je parle à M. Lopez, contre la redevance d'enlèvement des ordures pour les commerçants et que maintenant vous êtes l'élu qui la défend. Alors, je vais vous répondre. Il fallait mieux vous informer. Nous, on ne s'est pas battu contre l'ARS, on s'est battu contre le calcul de l'ARS qui était fait à l'époque, ce qui est très différent. Entre-temps, ils ont revu leur copie et je suis fier du combat qu'on a mené à l'époque parce que justement, ça a amené à ce qu'ils révisent leur copie. Et à l'heure actuelle, la redevance spéciale, c'est par contre laquelle on s'était battu, c'était contre le calcul. Et le calcul, d'ailleurs, était révisé. Et il se trouve que la plupart des commerçants qui sont assujettis payent beaucoup moins cher qu'avec le premier calcul qu'il y avait au départ. Monsieur Vogel? Je ne saurais pas dire n'importe quoi en la matière, hein, je suis désolé, je ne voulais pas intervenir, mais en ce qui concerne l'ARS, la demande d'ajustement de l'ARS a été formulée à l'époque par le président de l'agglo, et on a suivi purement et simplement une demande qui a été instruite par les services et qui a été adoptée in fine du président de la communauté d'agglo. Donc si vous êtes fier de votre combat, tant mieux pour vous, mais ça n'a rien à voir avec le changement de l'ARS. Vous n'avez pas écouté ma réponse. J'ai bien spécifié que je ne m'étais pas battu contre l'ARS, mais contre le calcul qui avait été mis en place. Donc du coup, et ça, laissez-moi finir, les chiffres peuvent le prouver, les taxes qu'il y avait au début de l'ARS ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a à l'heure actuelle. Débat technique que je n'avais pas prévu, mais ça n'a rien à voir entre les taxes au début ou actuellement. Ça a été voté avant que nous soyons en fonction, donc d'une part, et par ailleurs, ça a été fait à la demande du président de l'agglo. La révision de la redevance a été faite en fonction de cette demande-là et pas en fonction d'un éventuel combat mené. Je pense que le SICTOM, vous le verrez en étant vice-président aujourd'hui, est capable d'ajuster seul, sans avoir ce type de contre-pouvoir, les dossiers, les taxes et les redevances qui concernent les contribuables du SICTOM. C'est peut-être un hasard, si vous le dites, hein, mais moi je ne prends pas ça comme un hasard, puisque le résultat il est là. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'on peut passer donc au vote des budgets primitifs de la commune, où je vais proposer à René Verdeil et à Frédéric Roy de pouvoir les présenter. Merci Monsieur le maire. Avant de présenter le budget, je voudrais dire que lors du conseil municipal du 10 mars 2022, Monsieur le maire a présenté le rapport d'orientation budgétaire. Il a pu évoquer les contraintes dans lesquelles se construise le budget de la ville, notamment au regard de la situation nationale et internationale, mais aussi les fragilités de la situation financière du budget communal présenté par l'audit de début de mandat. Pour autant, ce qui n'apparaissait pas ou peu, ce sont les différents états des lieux que nous avons dû dresser et que nous dressons encore pour mesurer au mieux l'état de la ville, de son fonctionnement et de son patrimoine.
Dès le 5 juillet 2020, nous avons voulu comprendre quel était l'état de la ville de Pézenas. Pour présenter un budget et construire des projets sur la durée, il est nécessaire de connaître les forces et les faiblesses dont nous avons hérité et surtout quelles sont les ressources disponibles. L'une de ces ressources est représentée par le patrimoine communal, qui peut être également une charge. Nous nous sommes donc préoccupés de ce sujet et avons engagé une réflexion sur l'état de ce patrimoine. Je l'ai conduite avec les services tant que nos moyens administratifs et techniques le permettaient. Le 10 rue Massillon, acheté en 2003, était en 2020 occupé au rez-de-chaussée par la Diane Picénoise. Celle-ci souhaitait un local plus adapté à son activité. Il a été trouvé et elle a pu déménager à Larnay dans des locaux appartenant au SICTOM. Il a été décidé au 10 rue Massillon d'y installer le CCAS pour permettre au personnel de travailler dans des conditions décentes et offrir un meilleur accueil et de la confidentialité pour la population. Cela permettra aussi aux services d'état civil et à l'accueil de la mairie de travailler dans de meilleures conditions. Au 25 rue de la Foire se trouve un immeuble acheté en 2007 pour 400 000 euros. Vous avez une première photo qui vous est présentée. 2 échoppes sont occupées au rez-de-chaussée et 3 appartements vides occupent les 3 étages. Ces appartements, le grenier et les parties communes sont en très mauvais état et nécessiteraient un investissement très important afin de les réhabiliter. Aux 2 rue Four de la Ville, nous avons un immeuble acheté en 1998. Vous avez aussi des photos qui vous sont présentées. Il y a une échoppe louée en rez-de-chaussée et un étage et un grenier vide et en mauvais état. Et je ne parle pas de l'escalier, Monsieur Roy pour la suite, voilà, qui tient avec des pieds droits. Voilà. Au 1 place Gambetta, au 3e étage, nous avons trouvé des archives de l'ancien syndicat d'initiative. Au 2e étage, un appartement, ça ce sont les archives. Au 2e étage, alors quand on rentre, ça paraît correct, mais il y a un appartement dans la moitié, quand on franchit cette porte, voilà, a été laissé à l'abandon et dans lequel des pigeons avaient trouvé refuge. Ces quelques exemples permettent de comprendre que le patrimoine immobilier de la ville mérite une gestion dynamique et l'optimisation de cette ressource. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de confier à l'agence Archipel une mission pour mettre en place un schéma directeur immobilier. À l'issue de cette mission, nous serons dotés d'un outil de gestion permettant aux élus et au personnel de disposer des éléments techniques, financiers et juridiques pour valoriser et optimiser ce patrimoine très important. Madame Sadje semblait au dernier conseil municipal indiquer qu'elle ne voyait pas la ligne de la nouvelle équipe municipale. Il y en a au moins une qui est claire: assumer nos responsabilités et ne pas laisser davantage péricliter notre patrimoine communal. Sachant que certains de ces locaux hébergeaient il y a peu ou hébergent encore des associations ou d'autres occupants. Il est vrai que nous aurions pu souhaiter trouver le patrimoine communal dans un autre état pour pouvoir nous concentrer sur d'autres tâches. Merci. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation du budget. Une remarque ou... Oui, vous pouvez. Vous pouvez, oui. Vous passez par du coup le cabinet Archipel. À l'heure où nationalement on décrit les cabinets, on n'a pas de tête pensante pour trouver des solutions. D'autant que dans le cadre de petites villes de demain, il serait possible de solliciter des bailleurs qui interviennent déjà en cœur de ville, d'AGD, pour créer un équilibre d'opération sur l'ensemble des appartements cités. Et c'est faisable puisqu'on a la preuve sur les portes d'entrée de ville de Pézenas qui vont être réhabilités par un bailleur. J'espère qu'en termes de tête pensante, vous ne visez pas ni les services ni les élus, monsieur Vertichon, ça serait déplacé même de l'insulte. Mais bon, je vous laisse vos propos. La vôtre seulement. Ben, c'est une insulte quand même. Mais ça vous montre le niveau dans lequel vous mettez le débat public, mais ça ne m'étonne pas, quand on voit la campagne que vous avez faite en 2020. Mais pas de souci. Malheureusement, l'état des bâtiments communaux ne sont pas que de l'état des appartements, c'est aussi l'état des installations sportives, l'état des écoles. Donc cela nécessite effectivement une étude d'ampleur qu'aujourd'hui les services, dans leur organisation et dans la charge de travail qu'ils ont, n'étaient pas en mesure de mener. Monsieur Verdeil a fait une partie du travail en début du mandat, nous en découvrons encore. Il faut savoir que sur l'un des appartements de la place Gambetta, là où il y a des étés, il y avait, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, une association
Vous imaginez le danger pour cette association que personne n'a pensé déménager en peut-être une décennie. Et encore, jusqu'à là, personne n'avait ouvert la porte des étés. Donc, je pense que les leçons de morale et les références au cabinet, quand on sait que sur Saint-Christol, il y a près d'1 million d'études qui sont parties en fumée, que de nombreuses études ont été dépensées pendant le mandat précédent et les mandats précédents sans que pour autant il y ait des résultats ou des chantiers à la clé, il y a des références ou des leçons qu'on peut ne pas donner. Nous sommes à 25 000 € pour une gestion dynamique. Une partie sera peut-être vendue, une partie sera peut-être entretenue. C'est surtout un état des lieux qu'on veut pour savoir les chantiers qu'il y a à mener et avoir des opérations d'ensemble. Parce que vous le savez, l'un de nos soucis, c'est de ne pas avoir l'impôt ou l'emprunt comme règle financière, mais plutôt le partenariat et le subventionnement. Et cela est possible que si on part sur des projets d'ensemble. Sur la réhabilitation, c'était juste une précision. En un seul coup de téléphone, 2 ou 3 investisseurs peuvent récupérer tous ces appartements. Hein. Je peux vous donner les coordonnées sans problème. Moi, je voudrais répondre parce que j'entends 1 million sur Saint-Christol. Ça veut dire que vous ne les avez pas fait à Saint-Christol? Vous avez prévu de ne pas faire Saint-Christol? Il y a eu 1 million qui sont partis en fumée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis les années 2000, vous avez dépensé 1 million d'études, que une grande partie d'études est repris et a été payée par la ville et n'est pas dans le cadre de la CEMOP, n'est pas en recette ville ou en dépense ville dans la CEMOP. Ça veut dire qu'il y a 1 million d'études. Mais nous aurons un débat, vous le savez, il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui va arriver. Donc vous savez très bien, puisque vous l'avez reçu, que nous allons en débattre. Ne vous inquiétez pas, ça sera noir sur blanc et objectif. C'est pour ça, je veux dire, vous parlez de Saint-Christol, on parle à Saint-Christol le temps venu. On peut parler de Saint-Christol, on va le faire, Saint-Christol. Pourquoi on va le faire? Parce que vous avez endetté la ville 5 millions d'euros et qu'elle ne peut pas se désendetter. Voilà pourquoi on va le faire. Parce que vous avez lié les pieds et les poings de cette ville. Mais ça, je l'ai dit en conseil municipal pendant 6 ans. Vous avez avancé, fait emprunter, acheté des terrains sans avoir aucun projet. Et la seule chose qui vous a réussi à la fin, c'est de faire un appel à projet, de créer une CEMOP où sur 18 dossiers déposés, 18 dossiers retirés, il n'y a eu que 2 candidats et à la fin, vous n'avez pu négocier qu'avec un. Voilà la vérité sur Saint-Christol, et ça, les Picénoises et les Picénoises le savent. Ils l'ont d'ailleurs tranché aux élections municipales assez largement. Si vous voulez. Bon, moi je reviens simplement sur le dossier de immobilier, donc puisqu'on aura l'occasion de reparler de Saint-Christol, vous l'avez dit, et vous aurez l'occasion d'en reparler sans moi-même de toute façon. Donc à un moment donné, comme ça a été fait jusqu'ici, et vous verrez que vous avez déjà vu que sur la concertation de Saint-Christol, j'en parlais pas, vous dites 1 million d'études, est-ce que ce million d'études, vous en ferez votre miel pour faire un projet, ou est-ce que vous en ferez rien? C'est l'avenir qui le dira, c'est pas aujourd'hui, jeter 1 million comme ça dans les débats. On parlait du patrimoine immobilier en tant que tel. En l'état actuel, il y a effectivement des éléments du patrimoine immobilier qui ont été utilisés par des associations. Donc il y a des services qui ont regardé ce qui se passait à un moment donné sur la gestion de ces associations. Donc je constate que vous mettez aujourd'hui en porte-à-faux les services que vous dirigez, monsieur le maire. Pas du tout. Pas du tout. Vous essayez de détourner ce qui a été votre responsabilité pendant 25 ans. Ce sont les élus qui devaient aller voir de quelle manière les locaux étaient entretenus au niveau du 2e étage à place de Ce sont les élus qui prennent les décisions. La responsabilité juridique, elle est sur les élus, oui. Écoutez, soyons clairs par rapport à ça. Vous avez cité 3 immeubles. Il serait intéressant d'avoir effectivement une approche globale et l'ensemble. Et donc, moi, je me permettrai d'intervenir au moment où on aura une restitution de cette approche globale et on pourra regarder effectivement à ce moment-là quelle est la richesse foncière de la ville et comment le patrimoine immobilier a été entretenu de manière globale par rapport à l'état dans lequel il a été trouvé. Si vous parlez de 25 ans, on peut reparler de tout ça. Bon, donc, à un moment donné, aujourd'hui, vous parlez du 10 rue Massillon, effectivement. C'est une bonne idée de transférer le CCAS. Ça a été acheté à l'époque comme une réserve foncière. Nous, on a acheté pendant 25 ans, il y a eu des réserves foncières de fait. Moi, je constate que le premier acte que vous avez fait, c'est vendre un terrain qui était placé de manière idéale aux abords de l'école maternelle pour 250 000 €. C'est de l'argent qui a dû rentrer. Ça, vous en parlez pas, monsieur Verdeil. Si, en ce qui concerne, vous n'avez pas parlé jusqu'ici. Je peux vous parler de ça. Je peux vous parler de Saint-Christol aussi et du terrain que vous avez préempté entre Trigit et le camping, que vous avez préempté pour faire passer un tuyau qui doit provenir du projet Saint-Christol. Vous avez acheté des terrains avec une maison, vous avez préempté, on s'est retrouvé avec ça alors qu'on n'en avait pas besoin. Donc on peut en parler de tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez que j'ai regardé en détail
des dossiers techniques L'un des qui problèmes, c'est que vous correspondaient- faites beaucoup de choses sans regarder le qui détail. correspondaient... Lorsque qui- je vous ai parlé des finances de la ville, vous m'avez répondu en conseil municipal que vous ne vous occupiez pas dans le détail des bien finances de la évidemment, ville. mais Le bien- résultat, mais- c'est qu'aujourd'hui, on est dans la mouise Non, avec les le finances de la résultat, ville, c'est qu'il y monsieur a le maire. eu le résultat, on parlera au moment de la restitution du rapport à la Chambre des comptes. Absolument, Et le résultat, on pourra en parler si vous voulez, c'est pas un souci. sans problème. Essayez de rester là où vous êtes, c'est-à-dire sur le patrimoine immobilier, puisque c'est le souci. Le D'accord. 25 rue de la Foire, vous parlez d'un immeuble qu'on a acheté 430 000 € en 2007 Ouais. avec 2 échoppes en pied d'immeuble et 3 appartements vides. Ouais. Effectivement, l'idée était de remettre cet appartement à la vente et ces appartements à la vente. Les services ont travaillé sur cette hypothèse. Il a été décidé, in fine, de ne pas mettre cet appartement en vente parce que le marché immobilier à l'époque n'était pas le marché opportun. Donc on a gardé cet immeuble au niveau de la ville de Pézenas. Vous l'avez aujourd'hui en héritage. Vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a 2 échoppes qui sont intéressantes pour la vie de Pézenas et pour les métiers d'art à Pézenas. Moi, je suis impatient de savoir ce que vous ferez des 3 appartements, mais vous pouvez les céder, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Enfin, sur le 2 rue Four de la Ville, c'est un immeuble qui a toujours posé des problèmes, qui a été visité, revisité par les services municipaux, qui était aux abords d'une échoppe importante pour la ville de Pézenas, qui a servi à un moment d'échoppe, voire de logement pour un artisan de Pézenas, puis qui derrière n'a pas pu être réutilisé parce qu'il y a des problèmes de copropriété que les services devaient gérer à l'époque avec la copropriétaire qui est une personne particulièrement difficile Que je connais, à sans problème. contacter. Je n'ai pas dit que vous la connaissiez pas. Voilà, donc on a eu effectivement sur ce dossier-là un problème particulier au Four de la Ville. Ça reste quand même un immeuble intéressant, idéalement placé, avec un projet à créer, mais vous avez aujourd'hui des projets à créer. Moi, plutôt que d'entendre des critiques, je serais heureux de voir des projets. Le problème, c'est que les projets, on peut faire beaucoup de projets, mais encore faut-il avoir les moyens. Et quand on se contente d'acheter ou de ne pas gérer un patrimoine immobilier important, ça veut dire qu'on grève les finances de la commune. Moi, quand on est arrivé effectivement sur le 25 rue de la Foire, vous en parlez, au 2e étage, cet appartement, il y avait de tout. Et j'ai posé la question au service, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, c'est à qui ce qui se trouve dans cet appartement. On m'a répondu, il y avait un locataire depuis 2013, je ne sais pas où il est passé. Nous étions en 2020. Ça veut dire que personne, des élus, ne s'est occupé de savoir ce qui s'était passé. Voilà. Ça veut dire que il y avait des élus dans cette ville qui s'occupaient, je ne sais pas de quoi. Nous nous occupons de la ville. Dites ça, vous insultez pour le coup tous les élus qui ont travaillé dans l'équipe précédente. Donc je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Je viens de vous expliquer ce qui Je s'est passé au n'insulte 25 rue de la personne. Foire. Vous n'avez pas entendu visiblement ce que j'ai dit. Il y a eu une cessation de location pour cet immeuble et derrière il y a eu une option qui a été prise qui était la mise en vente de l'immeuble, laquelle mise en vente a été retirée du fait que le marché immobilier n'était pas le bon marché. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit que c'était resté vide. Mme Sadji peut compléter si elle veut, mais je crois que ça en perdrait du temps. Donc essayons d'avancer sur vos projets et sur la dynamique budgétaire qui me semble être la plus importante aujourd'hui. Monsieur Roy. Dynamique budgétaire. Bonsoir. Sans transition. Donc présentation des budgets primitifs 2022, donc soumis à l'examen de la séance du conseil municipal de ce soir. Donc dans un premier temps, la présentation du budget principal. Donc le budget principal synthétisé en 4 chiffres principaux, donc les dépenses réelles de fonctionnement à 11 570 000 €, les recettes réelles de fonctionnement à 12 290 000, des dépenses réelles d'investissement à hauteur de 5 290 000 € pour des recettes réelles d'investissement à 5 500 000 €. La présentation globale du budget principal en 2022, donc c'est un budget principal qui est à hauteur de 22 374 963 €, qui se décompose en une partie fonctionnement 13 669 334 et en investissement 8 705 628. Les 3 éléments principaux qu'on a souhaité mettre en exergue dans la présentation de ce budget principal, donc c'est d'abord un autofinancement prévisionnel
net de 2 097 000 euros, un stock de dette au 1er janvier de 16 890 000 euros, comprenant donc la dette Saint-Christol, entre guillemets, une dette purement bancaire comprenant le partenariat public-privé de 13 616 000 euros et des dépenses d'équipement prévisionnel à hauteur de 5 434 000 euros précisément. Sur la structuration du budget primitif 2022, donc on avait fait une présentation analogue l'année dernière avec donc la première partie, la section de fonctionnement sur le haut de la diapositive et la section d'investissement sur le bas de la diapositive. Donc dans un premier temps, on va partir des recettes, donc les produits des services du domaine et les ventes diverses, donc pour 1 407 000 euros en 2022. Les impôts et taxes, 8 073 000. Dotations et participations, 2 367 000 euros. Et les autres produits de gestion courante, 304 000 euros. Au niveau des dépenses de la section de fonctionnement, donc des charges à caractère général pour 2 542 000 euros. Des charges de personnel à hauteur de 6 470 000. Des atténuations de produits pour 41 000 euros. Des autres charges de gestion courante pour 2 4 000 euros. Des charges financières pour 458 000 euros. Et donc le différentiel, c'est l'autofinancement prévisionnel, le montant précédent qu'on vous a présenté, donc pour 2 097 000. L'autofinancement prévisionnel, donc dégagé sur la section de fonctionnement, vient financer les recettes de la section d'investissement. Donc on les retrouve en section d'investissement pour 2 097 000 euros. Donc les recettes de la section d'investissement sont complétées des subventions d'investissement qui sont à hauteur de 1 480 000 euros, comprenant les restes à réaliser et les subventions nouvelles inscrites au budget 2022. Des recettes financières pour 2 438 000 qui comprennent le chapitre 10, les taxes d'urbanisme, le fonds de compensation de la TVA et les excédents de fonctionnement capitalisés. Et une prévision d'emprunt à 1 500 000. Donc une prévision d'emprunt à 1 500 000 qui s'équilibre avec le remboursement du capital des emprunts en dépenses à 1 500 000 également. Donc l'autre volet important de la section d'investissement sur la partie dépenses, donc c'est les dépenses d'équipement. Donc une dépense d'équipement brut comprenant les restes à réaliser reportés au budget de 2022 pour 5 434 000 euros. Au niveau de la décomposition des niveaux d'épargne, donc on a les recettes de fonctionnement donc pour 13 669 000. Là on est sur l'intégralité du budget, donc opération d'ordre et opération réelle. Les dépenses de fonctionnement, donc 11 572 000, et donc l'autofinancement, comme on a évoqué tout à l'heure, donc 2 097 000 qui viennent financer la section d'investissement, donc ça c'est le niveau d'épargne prévisionnel. Donc sur les recettes d'investissement, on a plus précisément des cessions immobilières pour 990 000 euros prévues, donc en recours à l'emprunt à hauteur de 1,5 million. Les autres recettes financières, 2 438 000, et les subventions d'investissement, 1 480 000. Au niveau des dépenses d'investissement, donc 1,5 million de remboursement du capital des emprunts en cours. Le remboursement à l'EPF Occitanie de la part 2022 de l'opération de Saint-Christol pour 710 000 euros hors taxe, puisque là on est sur de l'hors taxe sur le budget principal, dans la mesure où on est sur une opération qui est assujettie à TVA. Et des dépenses d'équipement, donc à 5 434 000 euros. Au niveau des ressources de la section de fonctionnement, donc des recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 12 294 000 euros, qui se décomposent en 66% dans des impôts et taxes, 8 073 000, 19% de dotation et participation pour 2 367 758 euros, les produits des services à 1 407 000 et les autres produits de gestion courante, 3% pour 304 600 euros. Donc, on vient de vous présenter plutôt les ressources, donc les charges réelles de fonctionnement, donc 11 572 000 euros. Donc la plus grosse partie, le poste le plus important, donc, sont les charges de personnel, donc c'est 56% des dépenses réelles de fonctionnement, pour 6 470 245 euros. Donc ensuite viennent les charges à caractère général pour 22% à 2 542 600. Ensuite, les autres charges de gestion courante, 18% pour 2 40 320 euros. Et les charges financières à hauteur de 458 238 euros, qui représentent donc 4% des dépenses réelles de fonctionnement.
Après la présentation du budget par nature de dépenses, on va faire une présentation du budget par fonction, donc un budget qui est défini comme étant au service des politiques municipales, donc décliné par fonction. Donc sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement ventilées du budget principal, on est à 11 700 000 euros. Et donc on a 33% de ces dépenses qui correspondent donc sur les dépenses de fonctionnement aux services généraux pour 3 610 000 euros. 11% pour la sécurité et salubrité publique à 1 230 000. L'enseignement et formation, 920 000 euros pour 8% des dépenses de fonctionnement. 11% sur la culture, 1 260 000 euros. 4% sur les interventions sociales et santé, 470 000 euros. 20% sur les aménagements, services urbains et environnement, fonction 8, pour 2 190 000. L'action économique, 230 000 euros au budget de 2022. Et le sport et jeunesse, 4% à 1 170 000. Sur les dépenses d'investissement hors dette ventilées, donc on est à hauteur de 5 420 000 euros, qui se décline de la façon suivante, donc 18% sur les services généraux, 986 000 euros, 6% sur la sécurité et salubrité publique pour 317 000, 2% pour l'enseignement et formation, 85 000 euros, la culture, 1 131 000 euros, 2 590 000 sur les aménagements et services urbains, 112 000 euros sur l'action économique et 200 000 euros sur le sport et jeunesse. Les subventions versées dans le cadre du budget principal, donc elles se décomposent en subventions de fonctionnement, donc 253 000 euros de subventions de fonctionnement aux associations, une subvention versée spécifiquement au théâtre sur l'année 2022 à hauteur de 442 535, une subvention d'investissement prévue, enfin des subventions d'investissement prévues dans le cadre de l'OPA-RU, 28 000 euros, dans l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, 78 000 euros sur les subventions versées, la subvention versée au cinéma, donc la subvention d'équilibre, la participation de la ville à l'extension du centre de secours donc, portera à hauteur de 260 000 euros sur le budget, 130 000 euros de reste à réaliser et 130 000 euros de crédit nouveau. Et ensuite, donc, dernièrement, la participation de la piscine à la réalisation de la piscine communautaire, donc 75 000 euros sur cet exercice. Et ces 75 000 euros se reporteront, se déclineront pendant 12 années. C'est les termes de la convention de financement qui a été consentie, conclue avec la communauté d'agglomération. Au niveau de la présentation des budgets annexes, donc 4 budgets annexes, le camp hôtel, le cinéma, le théâtre et le parking, compte tenu du poids relativement plus faible des budgets annexes, on a fait une présentation agrégée de l'ensemble des charges, fonctionnement et investissement de ces budgets, donc déclinés par budget pour se rendre compte du poids relatif de chacun des budgets sur les charges totales des budgets annexes. Donc sur les charges totales réelles des budgets annexes, on a 1 950 000 euros. Donc 45% sont portés par le théâtre pour 882 417 euros. Les parkings, 608 580. Le camp hôtel, 271 910 euros. Et le cinéma, 196 581 euros. Au niveau des ressources, donc des ressources totales réelles de 1 720 000, donc 50% proviennent du théâtre, 854 365 euros. 27% pour les parkings, 456 596 euros. Le camp hôtel, 267 000. Et le cinéma, 138 789. Merci Frédéric et merci à travers vous au service finance pour le suivi des comptes et l'élaboration budgétaire. Peut-être quelques précisions. D'abord sur l'emprunt qui est de 1,5 million, puisqu'on n'avons pas emprunté en 2021, nous avons quand même pu négocier déjà une partie de cet emprunt-là, donc pour 1 100 000 afin là aussi d'essayer d'avoir des taux d'intérêt les plus favorables possibles, même si nous n'avions à ce moment-là pas la possibilité d'anticiper la dégradation de la situation internationale connue ces dernières semaines et ces derniers mois. Vous dire aussi que les différentes annonces gouvernementales depuis le mois de décembre, que ce soit les annonces sur les reclassements des agents, sur une première hausse du SMIC en janvier 2022, sur le dégel du point d'indice récemment, sur une nouvelle hausse du SMIC en mars qui s'ajoutait à une précédente en octobre, impacte le budget 2022 de 125 000 euros d'après nos estimations. Et encore, nous n'avons pas le résultat des négociations salariales que l'État aura menées sur le point d'indice des fonctionnaires.
Que ces mesures soient justes, nous n'allons pas dire le contraire. Qu'elles soient tardives, nous n'allons pas non plus dire le contraire. Qu'elles puissent être compensées en partie par l'État pour le budget des collectivités locales, lui, qui pour les plus grandes collectivités, pas forcément pour les communes, est souvent donneur de leçons ou signataire de chartes contraignantes pour leurs dépenses de fonctionnement, ce serait quand même un geste fort du prochain gouvernement que nous puissions retrouver une partie de ces dépenses dans nos dotations globales de fonctionnement parce qu'elles vont impacter à la fois le budget 2022 mais aussi évidemment les suivants puisqu'elles se reproduisent chaque année. Sur les choix que nous avons faits, même si nous avons eu l'occasion d'en débattre lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons la volonté, ou nous avons eu la volonté dans ce budget comme dans les précédents, d'offrir de nouveaux services à la population, que ce soit avec l'antenne de la Maison de justice et du droit, ou avec une relance à partir de 2022 de la politique et du service jeunesse. On pourrait aussi y ajouter le projet en cours de gestation à travers les nouveaux locaux du Centre communal d'action sociale d'un véritable centre social. La volonté forte, et vous l'aurez vu dans ce budget, mais en 2022, pouvions-nous ou devions-nous faire autrement, d'y avoir une politique culturelle ambitieuse qu'on a placée sous le signe aussi de la relance culturelle pour un certain nombre de collectifs artistiques, mais à la fois, évidemment, les 400 ans de Molière et les 100 ans de Bobby Lapointe nous y inviter. Est-ce que Pézenas pouvait ne pas célébrer ces événements? Je crois que chacun avait autour de cette table la même réponse et je crois qu'après 2 années de Covid, participer à une relance de l'économie culturelle, de la création culturelle, même si c'est pas forcément ce qui est le plus visible pour la ville en tant que telle. Quand on participe à la création de spectacles, je crois que c'était nécessaire parce que c'est un travail de fond important. Des choix d'investissement dans la rénovation des équipements municipaux, notamment des étages de la Maison du Peuple qui permettront d'accueillir l'école de musique dans quelques mois, du 10 rue Massillon, mais nous en avons débattu, de la scène du théâtre de Verdure, de poursuivre ce que nous avions débuté en 2021 avec la rénovation énergétique des bâtiments. Après la cité administrative, ce sera les bâtiments de la rue Louis Blanc et de Dr Bastard. D'ouvrir ou de relancer ou de réactiver ou de dynamiser des nouveaux espaces. Donc ces nouveaux locaux qu'on attend pour le CCAS et qui permettra aussi quand même de réfléchir autrement l'accueil en mairie et le service état civil en mairie pour que tant les personnels puissent travailler dans de meilleures conditions que le public puisse aussi être accueilli dans de meilleures conditions puisque les locaux étaient exigus. Ces nouveaux locaux de l'école de musique qui nous permettront de déménager les services techniques aussi et de les ramener en mairie. Le choix d'une sécurisation des établissements ou des accès aux établissements scolaires avec un grand chantier en cours sur l'avenue de Plaisance, mais qui nous permettra aussi d'y réaliser des pistes cyclables et donc d'y développer d'autres modes de transport pour accéder aux cités scolaires, puisque nous avons là, vous le savez tous, autour de la cité sportive, un grand nombre d'enfants qui tous les jours, et pas forcément que des enfants pissénois, viennent à l'école. Et donc, en complément de ce que nous avons fait à travers le stade, il y aura d'autres possibilités de déplacement. Le cheminement qui était nécessaire entre Bonne-Terre et Sainte-Marthe, enfin avec les nouveaux locaux de Bonne-Terre et Sainte-Marthe, pour lequel la commune de Tours devrait participer, et également, évidemment, l'ensemble Bonne-Terre-Sainte-Marthe. Cette participation à des chantiers qui nous dépassent et qui sont supracommunaux, mais la piscine intercommunale, la caserne des pompiers avec le centre de secours, c'est quand même important pour notre budget. Ça renforce aussi notre position de centralité, qui est une part importante, on le sait, de l'attractivité de la ville, même si c'est aussi une part importante de nos charges. La mise à niveau informatique des écoles que nous avions débuté en 2021 et que nous continuons cette année. Des actions aussi pour la piétonisation et les mobilités douces, puisque ce que nous n'avions pas réussi à faire en 2021, nous devrions y arriver en 2022 et même, je l'espère, avant l'été, c'est-à-dire la rénovation de toutes les bornes du centre historique qui, de toute façon, ne fonctionnent plus en tant que bornes puisque quelques-unes ne fonctionnent plus du tout et étaient remplacées à la va-vite quand la saison estivale arrivait par des blocs de béton. Donc cela est nécessaire et d'autant plus nécessaire que cette piétonisation ou sécurisation du centre historique permet d'en faire un lieu d'animation évident sans intervention démesurée de nos services pour bloquer les accès. Des mobilités douces, puisqu'autour du lycée, avec l'avenue Paul Vidal de la Blache et l'avenue Plaisance, nous allons y développer des pistes cyclables
et que viendront par la suite certainement, après les travaux du département de l'avenue François Curé, et après les travaux en régie, une partie du boulevard Joliot-Curie, pour avoir un ensemble cohérent dans cette zone-là. Et le travail sur des investissements plus structurants, l'étude de définition urbaine qui va débuter, la traversée urbaine qui n'impactera pas massivement notre budget cette année, mais qui l'impactera évidemment dans les années à venir. Mais il était temps, ou plus que temps, de faire de l'avenue de Verdun un véritable boulevard urbain sur lequel piétons, cyclistes et automobiles puissent se partager l'espace. Le pôle échange multimodal, là aussi, où nous continuons les études après que l'État nous ait retenus dans un appel à projet, et l'installation à venir d'une antenne du centre de formation IMARA, de l'Institut métiers d'art et d'artisanat d'art de Revel, qui devrait, nous l'espérons tous, être effective en janvier 2023 et pour lequel nous avons prévu les premières lignes sur le budget 2022. Je peux vous laisser la parole pour la discussion. Moi, je voulais simplement intervenir sur... bon, déjà, vous féliciter pour les résultats financiers que vous avez obtenus, mais on constate que vous n'avez pas amorcé d'économie sur les charges de personnel, qui représentent quand même toujours 64% du budget de la ville. Elle s'est levée à 6 132 000 en 2021 et 6 470 000 pour 2022, soit 338 000 euros de plus. Et on atteint 500 000 depuis 2020. Et moi, cela laisse penser que les augmentations de salaire et d'indices, elles n'ont pas été anticipées et que vous n'avez pas d'action réelle sur ces charges. Je ne sais pas comment vous répondre, Madame Sadger, quand vous êtes occupée des finances de la ville pendant 6 ans. Le budget 2020 était le vôtre, donc j'ai envie de dire que nous assumons un peu vos responsabilités et vos errements pendant 6 ans sur la gestion du personnel. Après, il y a les réalités que vous connaissez. Cette ville est une ville de centralité, donc qui assume une grande part de centralité et des charges de centralité pour d'autres, ce que nous sommes en train de discuter. Puis il y a un choix clair que nous assumons. Quand nous ouvrons une maison de justice et du droit et que nous y mettons un personnel, évidemment, il se retrouve dans notre budget. Quand on décide d'avoir une action, d'entamer une action sur la démocratie participative, effectivement, ça se retrouve dans notre budget. Quand il n'y avait plus dans cette ville depuis quelques années de service jeunesse effectif, effectivement, le relancer, ça se retrouve dans notre budget. Mais ça fait aussi partie de l'état dans lequel nous avons trouvé la ville quand nous sommes arrivés. Et pour le coup, c'est pas forcément notre responsabilité. Non, mais justement, c'est bien ce que je vous dis. Depuis 2020, le budget du personnel a quand même pris près de 500 000 euros. Donc, ça n'a rien à voir avec la gestion que nous avons eue des charges de personnel. Je ne vois pas la relation. Il faudra comparer compte administratif et budget. Il faut aussi comparer le fait qu'un certain nombre de services publics ou d'obligations légales n'étaient pas remplis dans les faits par la gestion du personnel précédent, hein, notamment tout ce qui est conditions de sécurité au travail où nous ne sommes pas du tout dans les clous. La situation que vous nous avez laissée n'est pas du tout dans les clous sur un plan légal et nous fait risquer. Non, mais j'assume, mais je vous explique pourquoi il y a des dépenses supplémentaires. Je vous explique et je les assume, les dépenses supplémentaires. Surtout qu'elles ne se font pas avec moins d'investissement, Madame Sadger. Donc je les assume totalement. Mais en même temps, il faut vous rappeler dans quel état vous avez laissé cette ville en 2020 lorsque les électeurs vous ont remercié. L'État, c'est 14 millions de dettes, ou 19 si on apporte à Saint-Christol. Donc déjà, l'endettement porte sur les charges de fonctionnement. Aujourd'hui, on arrive à investir dans cette ville en ayant un niveau d'emprunt et de subvention quasiment équivalent. Ça, c'était pas le cas. Donc on arrive à maintenir, tout en ayant une progression de charges de personnel, dont une partie ne nous est pas imputable, puisque je vous liste au moins 125 000 euros qui ne sont pas de notre fait, même si nous avions prévu dans notre budget une partie de négociation salariale pour les plus bas salaires. Le gouvernement l'a fait à notre place, mais nous ne le compasserons pas. Nous arrivons à maintenir un niveau d'investissement tout à fait honorable et à ne pas surcharger ou en tout cas pénaliser les différents ratios qui permettent au budget communal de se porter le mieux possible, mais toujours tendu et toujours dans une certaine difficulté. Nous essayerons de redresser la barre sur un mandat, mais il faudra le juger sur un mandat. Moi, je crois que bon, vous étiez sur des rails et bon, vous restez sur des rails aujourd'hui avec des projets qui s'enchaînent, qui sont des projets qui étaient déjà inscrits avant, mais bon,
tant mieux, je dis. Pourquoi pas, hein, la maison de la justice, les projets divers et variés que vous avez évoqués, je ne vais pas revenir dessus, c'est des projets qui étaient dans les cartons et qui sont des projets intéressants pour la ville de Pézenas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème des finances, c'est celui qui a été évoqué pendant des années. Je crois qu'on a toujours dit ce qu'étaient les finances de la ville. À un moment donné, on a une ville où on a un fort niveau de service, et ce fort niveau de service fait que à un moment donné, on a un taux de fiscalité qui est élevé parce que on a des grands projets à construire pour l'avenir de Pézenas. Et moi, ce qui me gêne, c'est pas votre gestion courante. Je trouve que votre gestion courante, elle est au fil de l'eau, quelque chose avec quelques bijoux de famille qui sont vendus, quelques points qui sont Le mot bijoux de améliorés famille me paraît surévalué quand même. Quelques points qui sont aujourd'hui améliorés sur tel ou tel point du patrimoine immobilier. Bon, ça c'est de la cosmétique, je dirais. Mais ce qui me gêne beaucoup dans cette approche budgétaire, c'est qu'il n'y a pas de souffle. Moi, je ne vois aucun souffle. En l'état actuel des choses, la ville de Pézenas, l'inquiétude, elle est sur les projets, l'avenir, avec des projets qui soient des grands projets structurants pour Pézenas et des grands projets qui permettent, au-delà du quotidien, au-delà de tout ce qui a toujours existé et fait la qualité de vie de notre ville, de penser qu'à un moment donné, on va avoir un retournement du volet financier avec des choses positives qui vont se passer pour la ville de Pézenas. Donc Saint-Christol doit sortir donc pour l'avenir de la ville, pour créer des parcours résidentiels, pour permettre qu'il y ait à Pézenas un peu de souffle. Je vois avec regret que le projet de thermoludisme puis de spa thermal est abandonné. C'est un projet qui pour moi aurait irrigué un maximum dans la ville de Pézenas, qui aurait apporté le plus nécessaire pour l'attractivité que vous évoquez tout à l'heure, parce que l'attractivité de la ville que vous évoquez, je vois rien de plus ni de moins qu'avant, quoi, hein. Je pense qu'en termes d'attractivité, on maintient, mais si on veut avoir un supplément d'âme, une approche un peu plus dynamique en termes d'attractivité, ben, il faut faire des projets qui soient des projets qualitatifs, d'excellence. C'était le projet du spa thermal. Je dis c'était parce qu'aujourd'hui, je vois rien dans ce budget. C'est parce que ce budget m'inquiète. C'était le projet mené en partenariat avec la commune de Caux et la communauté d'Aglo, porté par la communauté d'Aglo du parc Lépine. Ce sont des projets comme ça qui font que Pézenas a des raisons d'espérer. Aujourd'hui, on fait une vie culturelle. La vie culturelle, elle est bien, elle est ce qu'elle est. On est bien à Pézenas, je crois qu'on est tous d'accord. Le patrimoine pissénois, il y a des approches de correction à faire. Certainement, il y a toujours des approches correctives à faire. Il y a toujours mieux à faire. Mais à un moment donné, parler aussi de ce qui a été fait. Je veux dire, on a quand même des équipements qui sont livrés. On est dans le foyer des campagnes ici, qui est un foyer qui a été refait juste peu de temps avant que... Monsieur le maire, on est en campagne électorale. Donc, je ne pensais pas que... aujourd'hui, René, franchement, c'est très désagréable. Je t'ai pas coupé, alors laisse-moi parler. Je dis simplement, ma crainte aujourd'hui, elle est que sur Pézenas, on n'est absolument pas de projets nouveaux qui fassent que l'avenir de cette ville soit radieux. Moi, mon souci, c'est que l'avenir de cette ville soit radieux. Les difficultés, j'en ai géré pendant des années. J'ai hérité aussi de mon lot de problèmes. Je les ai portés. Et le maire actuel porte les siens, c'est normal. Mais à un moment donné, on marque sa ville par les projets qu'on porte. Aujourd'hui, je vois pas de souffle, je vois pas de vision, je vois pas d'approche dynamique de la ville de Pézenas. Donc, je me demande comment demain Pézenas va évoluer. C'est ma crainte et j'en resterai là sur cette approche budgétaire. Pour le reste, on s'est tout dit pendant des années, donc vous pouvez le répéter, on peut le ressasser. C'est pas ce qui fera avancer Pézenas et je suis pas en campagne électorale et je ne serai plus en campagne électorale, je te rassure. C'est ce que tu fais. Vous avez pris Pas en peut-être campagne électorale et je n'ai aucune ambition électorale, je le dis clairement et je n'en aurai pas. Voilà, clair, net et précis. Donc sortons des vieux démons et regardez un peu l'avenir de notre ville. Vous avez pris certainement le meilleur exemple qui soit ce foyer des campagnes, sa rénovation et son inauguration à quelques semaines des élections municipales. Et quand la nouvelle équipe est arrivée aux responsabilités, elle s'est aperçue que l'étanchéité n'avait pas été faite, que l'amiante n'avait pas été enlevée. C'est une citation de Saint-Exupéry. L'invisible, l'essentiel est invisible pour les yeux. Nous faisons effectivement l'essentiel, et cette ville a bien besoin de l'essentiel. Vous avez passé 25 ans ou 6 ans, si
Vous l'avez dit, nous avons été à des Là, places on rentre en différentes, campagne. à nous annoncer des grands projets qui allaient sortir des cartons, et pas un est sorti. Donc peut-être que nous avons une ambition plus mesurée, celle de travailler et d'annoncer les projets quand ils pourront devenir réalité. Je crois que faire le boulevard de Verdun, l'avenue de Verdun, ça, c'est une sacrée ambition pour cette ville, parce que vous avez pensé qu'un privé pouvait faire 200-250 logements à la sortie sans vous demander comment ces personnes-là, en partie des seniors, en partie des personnes en situation de handicap, allaient pouvoir chaque jour se déplacer. L'avenue de Verdun, elle était loin d'être dans les cartons quand nous sommes arrivés aux responsabilités. Et ces exemples, ils pourraient se multiplier. Le thermoludisme, vous dites, il est pas dans ce budget. Non, mais je vous ai pas coupé, non, ne me coupez pas, on finit, on reprendra. Je veux dire, on peut pas laisser dire n'importe quoi, je suis désolé. Si, je vous ai laissé parler, donc on peut laisser dire n'importe quoi. Pas sur n'importe quoi, je veux dire, moi je veux bien me faire attaquer, j'en ai plus rien à faire aujourd'hui électoralement, je suis pas en campagne électorale, contrairement à ce qu'on peut dire. Je dis, en l'état actuel des choses, il y a le CAUE qui avait travaillé avec la région, avec le département, sur la traversée de ville, l'avenue de Verdun était dans les cartons, c'est quelque chose qui devait avancer, qui était très facile. Oui, tout à fait. Et si aujourd'hui vous inaugurez une piscine, ou si aujourd'hui vous inaugurez la distillerie actuellement, donc le coopérative ou le reste, c'est parce que tout ça a été préparé. Donc à un moment donné, je veux bien tout entendre, mais stop, là, ça suffit. Armand, on va pas avancer comme ça, je veux dire. Non, mais on va avancer, mais vous nous dites quelque chose, permettez-nous de vous répondre quand même. Permettez-nous de nous répondre. Vous savez très bien que l'étude de traversée urbaine, c'était d'abord le CAUE et Julie Garcin-Sodo qui ont poussé pour qu'il y ait une étude sur toute la traversée de la ville, qu'elle était loin d'être opérationnelle quand vous avez quitté la mairie, mais ce qui est normal, c'était une étude d'intention et de réflexion sur l'ensemble. Et que si vous aviez été réélu, c'est certainement de l'autre côté, c'est-à-dire de Saint-Christol, que vous auriez débuté. Puisque c'est ce qui était prévu, que vous aviez tout annoncé. Vous savez très bien, vous dites le spa thermolytique, c'est pas dans le budget. Ça aurait pas été dans le budget, puisque c'était un projet entièrement privé, donc ça aurait pas été dans le budget communal. La distillerie, vous vous en targuez, ça aurait pas été dans le budget communal non plus, puisque c'est un projet entièrement privé. Et d'ailleurs, probablement que si vous n'étiez pas enferré dans un projet de centre commercial pendant des années, c'est pas du logement qu'on aurait fait là et c'est de l'économie, parce que ce qui manque le plus à cette ville aujourd'hui, c'est une zone de développement économique dans laquelle on puisse accueillir des artisans ou des entreprises qui cherchent à s'installer à Pézenas, ce que vous n'avez pas fait en 25 ans. Donc le manque de vision, effectivement, on en pâtit, mais c'est certainement le vôtre. Mais je crois qu'à un moment donné, on discutera un jour la planification urbaine, mais ce qui était prévu là, c'était éventuellement des voitures ou des choses comme ça, qu'on a refusé. On n'avait pas envie d'avoir une entrée de ville avec des surfaces commerciales de plus. Les surfaces commerciales, il fallait les faire un peu plus loin, il fallait avoir un peu de résidentiel et une charge d'habitants un peu plus importante à proximité des commerces du cœur de ville. C'était ça le débat. Donc on pourrait en discuter. Je crois que c'est le passé. Moi je dis en l'état actuel des choses, je ne parle plus du passé. Ce qui est important, c'est l'avenir. Donc projetons-nous sur l'avenir avec les projets d'avenir. Je ne vois pas de projet d'avenir dans ce budget qui soit inscrit ou amorcé. La traversée de ville, c'est un projet qui était effectivement étudié, qui avait été avancé. Le pôle d'échange multimodal, on avait discuté et débattu là-dessus avec les problématiques de l'État qui nous avait, je me souviens d'une réunion mémorable avec Madame Azema où l'État nous avait bloqué. Je crois qu'il y a aujourd'hui des projets que vous avez menés qui sont de bons projets et bravo. Pour le reste, quand il y a des inaugurations qui se font en l'état actuel des choses, ce sont des inaugurations qui sont le fruit des projets du passé. Moi, j'aimerais aujourd'hui être heureux de voir dans un budget communal des choses s'inscrire à la fin de votre mandat ou au début du mandat prochain, qui soient de belles choses pour Pézenas. Je ne les vois pas, voilà, c'est le seul constat que je fais. Et je suis donc aujourd'hui, par rapport à ce budget, très réticent. Si vous m'y autorisez, Monsieur le maire, j'aimerais rassurer le Conseil sur les projets structurants qui sont menés par la majorité actuelle, parce qu'il y en a. Lors du dernier conseil, j'ai eu l'occasion, en l'absence de Anne, qui a suivi le projet depuis plus près que moi, j'ai eu l'occasion de vous présenter le projet de l'Oribel, qui est en train de se finaliser. C'est un projet structurant. Ce qui n'apparaît pas en clair dans le budget, parce que c'est un peu noyé dans le budget de l'attractivité économique. Nous avons des investissements prévus sur des projets structurants que sont le centre de formation au métier d'art qui va ouvrir en janvier 2023, donc je ne parle pas de fin de mandat ni même du mandat d'après, c'est imminent, on est en train d'y travailler, on y a travaillé très dur pour faire avancer le dossier et on est prêt pour démarrer en janvier 2023. C'est un centre de formation qui s'ouvrira aux artisans d'art
plus spécialisée dans le patrimoine immobilier, mais sans exclusive. Et nous avons trouvé un partenaire qui est à la hauteur du projet que nous avions mené, puisqu'il s'agit de l'Imara Revel, qui a déjà pignon sur rue et qui a fait ses preuves dans ce domaine. Donc je pense qu'on est tout à fait prêt à faire quelque chose de plus qu'honnête, de lumineux pour notre ville, dont les métiers d'art sont un des fleurons et font partie de son âme. Quant au projet de thermoludisme, on ne l'a pas abandonné, il s'en faut de beaucoup, sauf qu'il a fallu complètement le remodeler pour l'inscrire dans l'axe de notre objectif politique qui est du bien-être pour tous. Donc, on n'a pas voulu s'inscrire dans le projet tel qu'il était défini, mais on y travaille et il y a une ligne budgétaire dans les investissements du pôle économique qui permettra de mener à bien les études préliminaires. Donc, le projet est en cours. Alors, celui-ci, il est plus long, il a fallu le reprendre à la base, mais il est loin d'être abandonné, je peux vous le dire, on y travaille d'arrache-pied. Donc, rassurez-vous, il y aura des projets structurants sur Pézenas. Je ne parlerai pas, ou très rapidement, du projet d'entreprise à but d'emploi qui verra le jour dans le cadre de territoire zéro chômeur de longue durée, parce qu'il s'agit d'une décision qui sera portée par le ministère du Travail, dont on n'est pas maître, mais on travaille quand même au dossier. Ce qui veut dire que pour offrir aux Picénois un bien-être partagé, je pense qu'on a fait tout ce qu'il était possible de faire depuis qu'on est aux manettes. Voilà, je tenais à rassurer. Vous vouliez parler ? Juste dire que je ne parle pas de ces projets-là, hein, qui sont de beaux projets, je vous en félicite, mais je suis très heureux que les métiers d'art se retrouvent en partenariat avec l'Imara, qui est une belle école à Revel, certes, mais derrière, quels sont les projets qui créent réellement de la richesse ? Quand on parle d'attractivité, j'entends Loribel, je ne sais pas quelle attractivité, on en parlera certainement, je ne connais pas le projet, donc je ne peux pas en parler, le centre de formation des métiers d'art, je ne peux pas en parler non plus. Quant au bien-être pour tous, si vous recalibrez un projet qui hier était un projet qui avait pour but essentiel d'attirer vers Pézenas une clientèle qui ait les moyens, avec 100 chambres haut de gamme, qui derrière correspondait à des dépenses et du tiroir caisse pour les commerçants picénois, la compatibilité avec le bien-être pour tous, il faudra me la démontrer aussi. Pour l'instant, moi je vois rien, donc je suis inquiet. Mais je suis persuadé que vous travaillez, je mets pas en doute vos capacités à construire des choses sympathiques. Je dis, je ne les vois pas sur ce budget. Benoît Blanc qui voulait apporter une précision. Oui, effectivement, voilà, merci. Je voulais préciser 2-3 informations par rapport aux ressources humaines. Donc effectivement, c'est vrai que concrètement, il y a un coût qui est en nette progression, ça on ne va pas se le cacher. Je ne reviendrai pas sur les volontés municipales et le renfort des services, qui est une volonté politique à proprement parler. Néanmoins, il y a certains points, et même beaucoup de points sur lesquels nous n'avons absolument pas la main. Le SMIC a évolué 3 fois en 6 mois, il y a eu une hausse du point qui est à venir, sur lesquels nous n'avons aucune information. Il y a aussi la modification des échelons également, qui nous oblige à prévoir 80 000 € de plus dans notre budget qui n'était pas prévu initialement. Et nous avons d'autres éléments, comme par exemple le coût de l'assurance qui est très lourd dans notre budget, pour la simple et bonne raison qu'en termes de prévention des risques, nous avons plus de 20 ans de retard. Certaines obligations, comme le document unique, sont en cours de création alors qu'il est obligatoire depuis 2001. Et ça, nous le payons très cher au niveau de notre assurance. Et je ne vous parle même pas du coût que ça aurait pour la collectivité au cas où un grave accident venait à se produire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer au vote? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on va suivre le reste de l'ordre du jour sur les questions financières toujours. Et donc je vous propose de passer les 2 questions sur la révision, donc la nouvelle version de la révision de l'autorisation de programme sur pas sur Saint-Christol, excusez-moi, sur l'avenue de Verdun, décidément. Donc peut-être que René Verdeil peut en dire un mot. Oui, révision de l'autorisation de programme pour le financement des travaux. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération du 17 juin 2021, le conseil municipal a approuvé la création d'une autorisation de programme pluriannuel avec crédit de paiement annuel pour l'opération de requalification de l'avenue de Verdun qui traverse la ville. Initialement prévue à hauteur de 6 235 200 €, cette autorisation de programme peut être revue à la baisse suite à la prise en charge directe par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée de toutes les dépenses de maîtrise d'œuvre et de travaux afférentes au réseau humide. Le nouveau montant de l'autorisation de programme comprenant la maîtrise d'œuvre
et les travaux de surface ainsi que la participation de la commune aux travaux sur les réseaux secs portés par Aéroénergie est évalué à 3,5 millions, un peu plus. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la révision de l'autorisation de programme afin d'en actualiser le montant global et la répartition des crédits de paiement comme suit. Vous avez le détail, montant total 3,5 millions, un peu plus. Crédit de paiement 2022, 121 000 euros. Crédit de paiement 2023, 2 480 000 euros. Crédit de paiement 2024, 950 380 euros. Monsieur le maire précise que le financement de cette autorisation de programme sera réalisé comme suit. C'est ce qui vous a été indiqué tout à l'heure. Financement emprunt 2022, 121 000 euros. 2023, 2 480 000 euros. 2024, 950 000 euros, ce qui nous fait un total de 3 551 380 euros. Il est rappelé au Conseil que le crédit de paiement annuel constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées dans l'année sur l'opération. Toute modification de ces montants sera soumise à l'approbation du Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose donc de passer ce point aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Monsieur Verdeil, toujours pour l'autorisation d'emprunt. Donc, autorisation pour la souscription d'un montant de l'emprunt de 2,8 millions nécessaire au financement des investissements des exercices 2022 et 2023. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le budget 2022 a fait apparaître une prévision de recours à l'emprunt de 1 500 000 euros. Compte tenu de la conclusion en 2021 d'un contrat de prêt d'1 100 000 euros avec la Banque Postale dont la mobilisation interviendra au cours de l'exercice 2022, le besoin complémentaire de financement de la section d'investissement est de 400 000 euros. Par ailleurs, la révision de l'autorisation de programme relative à la réalisation de la traversée urbaine a fait apparaître des crédits de paiement de 2023 à hauteur de 2 480 000 euros, financés par le biais d'un recours à l'emprunt. Dans ce contexte, afin de prémunir la ville de Pézenas contre la prochaine augmentation significative des taux d'intérêt, monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à consulter les établissements bancaires en vue de réaliser un emprunt d'un montant de 2 800 000 euros assorti d'une phase de mobilisation de 12 mois destinée à couvrir une partie des besoins de financement de la section d'investissement d'exercice 2022 et 2023 et de l'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cet emprunt. Conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales, le maire pourra déléguer sa signature à l'adjoint délégué aux finances. Monsieur le maire précise que les mobilisations réalisées en 2022 sur cet emprunt ne pourront être supérieures aux crédits inscrits au budget primitif 2022. S'échelonneront de la manière suivante: 2022 400 000, 2023 2 400 000 euros. Monsieur le maire précise enfin que le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de cette délégation dans les conditions prévues à l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Oui. Non, donc simplement signaler que vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait discussion bien évidemment au prochain budget pour l'utilisation de cet emprunt, qu'il était question aujourd'hui de discuter des taux et d'avoir le meilleur taux pour la commune dans une période où il y a une flambée, donc on ne peut être que pour cette démarche-là, donc on votera pour sans problème. C'est similaire à ce que nous avons fait l'année dernière, même si sans mobiliser l'emprunt, nous l'avions négocié pour cette année. Là, nous allons négocier, le but étant toujours, dans la mesure du possible et de l'obtention de participation de collectivités, d'en mobiliser le moins possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours dans les finances, constitution de provision pour dépréciation d'éléments d'actifs, budget annexe parking, monsieur Verdeil. Monsieur le maire expose au conseil municipal que dans un souci de prudence budgétaire, le Code général des collectivités locales prévoit la constitution de provisions lorsque le recouvrement des restes à recouvrer au compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public. Au vu de l'état des restes à recouvrer sur le budget annexe des parkings, il est ainsi proposé, sur préconisation du comptable public, de constituer une provision de 2 250 euros correspondant à 15% des sommes de le recouvrement est compromis. Il est précisé que les crédits sont prévus au budget primitif 2022, compte 6 817, dotation aux provisions pour dépréciation d'actifs circulants,
La collectivité ayant opté pour un régime de provision semi-budgétaire, le compte 4961 sera crédité par le comptable par opération non budgétaire. Qui a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Je passe la parole à Gilbert Castinera pour l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations pour 2022. Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire propose d'attribuer les subventions de fonctionnement 2022 aux associations suivant la liste ci-jointe, dont vous avez la liste en copie, s'il y a des commentaires. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur les subventions aux associations en fonctionnement? Je passe aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et toujours Gilbert Castinera pour les subventions fonctionnement événementiel. Monsieur le maire informe le conseil que plusieurs associations de la commune ont sollicité l'attribution d'une subvention événementielle de fonctionnement pour participer au financement de manifestations spécifiques organisées en sus de leurs activités courantes. Monsieur le maire propose au conseil municipal de soutenir financièrement l'organisation de ces manifestations qui concourent pleinement à l'animation de la commune et à son rayonnement. Les subventions événementielles proposées, établies sur la base du budget prévisionnel de chacune des manifestations, seront versées sous réserve de la réalisation effective de l'événement. Chaque association sera tenue de rendre compte de son action relative au programme présenté à la commune. Par ailleurs, la commune pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s'assurer du bien fondé des actions entreprises par l'association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la commune. Chaque association sera tenue de présenter le rapport financier définitif de la manifestation certifié par un comptable ou un commissaire aux comptes. Et il est précisé que le montant de la subvention pourra être revu à la baisse au prorata des dépenses réellement engagées au regard du budget prévisionnel. Il est proposé d'allouer un montant de 68 000 € de subventions événementielles pour l'organisation de manifestations dont la liste figure en annexe. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Je passe aux demandes de subvention. Daniel Azemar pour la borne de recharge électrique au Camp Hôtel. Je vais le faire alors. Donc, dans le cadre toujours de l'équipement du Camp Hôtel, il est envisagé d'installer une borne de recharge pour véhicules électriques au camping municipal Le Castelsec. Cette action s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité du label Clé Verte. Elle permettra donc aux touristes et aux personnes extérieures de bénéficier de ce service et donc aussi au Camp Hôtel d'être référencé sur une application mobile qui recense les camp hôtels ou les campings disposant de ce service. C'est un coût de 6 500 € estimé. C'est une demande de subvention éligible dans le programme Advenir qui est mis en place par l'État, qui serait pour la couverture des coûts de fourniture et d'installation à hauteur de 50%. Sachant que le montant d'aide versé maximum est de 960 € par point de recharge. La durée des travaux serait d'environ une semaine. Donc il s'agit d'équiper le Camp Hôtel d'une borne de recharge électrique et d'essayer d'être aidé pour ça. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et est-ce que Jean-Marie Bousquet va nous présenter les demandes de subvention pour la collégiale Saint-Jean? Oui, monsieur le maire, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, monsieur le maire informe au conseil municipal dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de la ville de Pézenas, il est apparu nécessaire de mener une étude générale sous la forme d'un diagnostic de l'édifice afin d'en connaître avec précision l'état structurel pour ensuite déterminer un programme de travaux avec phasage dans le temps. Ainsi, une consultation a été lancée et M. Trabon, architecte en chef des monuments historiques, a été attributaire du marché. À ce titre, la ville sollicite les aides auprès de la DRAC afin de réaliser cette opération dont le coût est estimé à 54 700 € hors taxe.
La réalisation de cette étude devrait démarrer en avril 2022. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer une demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie, de la région, du département et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non? Se féliciter simplement de cette démarche, qui est une bonne démarche. L'idée est qu'il y a pas mal de travaux d'urgence à faire, donc on va les faire petit à petit, mais d'avoir une étude ensemble avant d'investir plus largement sur ce patrimoine-là et de savoir où on va et ce qu'il y a réellement à faire, même si le chantier est d'avance estimé de manière assez importante, mais au moins ça permettra de le phaser. Sachant que c'était aussi une demande de la DRAC pour avoir du financement. C'était aussi une demande de la DRAC, effectivement, d'avoir une étude. Mais il y a beaucoup de demandes de travaux sur la collégiale, donc il va falloir bien les phaser, faire l'urgence, mais bien phaser le reste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et également une demande de subvention pour des travaux d'urgence à la maison consulaire. Voilà, monsieur le maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine communal, la ville envisage d'intervenir prochainement sur la maison consulaire qui est l'un des bâtiments emblématiques de Pézenas. À l'issue du diagnostic réalisé par monsieur Trabon, architecte en chef des monuments historiques, il est apparu nécessaire de réaliser des travaux d'urgence sur les parties classées de l'édifice, à savoir le beffroi ainsi que les toitures. À ce titre, la commune sollicite des aides auprès de la DRAC afin de réaliser ce projet dont l'estimation du coût des travaux s'élève à 239 269 € hors taxes. La réalisation de cette opération est prévue en 2023 après obtention de l'autorisation d'urbanisme. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès de la DRAC Occitanie, de la région, du département et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Nous allons reprendre donc l'ordre du jour aux affaires générales, puisque nous avons fini les questions financières. Et je propose à Daniel Azemar, ce coup-ci, sur la convention de coopération et de partenariat avec la communauté d'Aglo dans le cadre d'un chantier d'insertion. Oui, merci. Pardon pour le rater tout à l'heure, je n'avais pas le texte sous les yeux. Il s'agit là de valider la proposition de partenariat avec l'association Auréa dans le cadre d'un chantier d'insertion qui serait mené dans la ville de Pézenas sous couverture de la communauté d'Aglo Hérault-Méditerranée qui est porteuse du PLI. Donc le PLI, c'est le plan local d'insertion par l'emploi qui est destiné plus spécialement, enfin essentiellement d'ailleurs, à des personnes qui sont en rupture professionnelle et qui ont des difficultés à retourner vers l'emploi. Donc le chantier qui serait proposé à ces personnes, au nombre de 12, serait la réfection des toilettes publiques de la place Bobby-Lapointe. Pour réaliser ce chantier, les personnes employées ont besoin d'un encadrement très spécifique, donc parce qu'ils sont en difficulté de retour vers l'emploi. Cet encadrement est assuré par la société, l'association Auréa avec laquelle nous signons convention. Dans cette convention, il est question de répartir les charges des deux partenaires. Pour ce qui concerne la ville de Pézenas, nous assurons 14 320 € qui constituent la participation à l'achat des matériaux et matières premières, ainsi que la part qui n'est pas prise en charge au niveau salarial, qui concerne la médecine du travail, les vêtements de sécurité, etc. Tout le reste est pris en charge par l'association. Ce chantier se déroulera sur approximativement 3 mois et il devrait prendre effet, sous réserve de l'autorisation du Conseil ce soir, bien sûr, il devrait prendre effet en septembre. Donc la délibération qui nous est proposée a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec l'association Auréa et de débloquer les crédits afférents à ce partenariat. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Je passe la parole à Marie Ballesteros sur le renouvellement de la convention avec la Ligue de protection des oiseaux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire expose au conseil municipal que la Ligue pour la protection des oiseaux France et son réseau d'associations locales et de groupes développent un programme de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelé « Mon établissement est un refuge LPO ». Cette appellation est un label mettant
en valeur des espaces qui préservent et développent la biodiversité tout en offrant à l'être humain une qualité de vie. À cet effet, Monsieur le maire propose au Conseil de renouveler pour une durée de 3 ans la convention Mon établissement est un refuge LPO avec la LPO France et l'association locale LPO Héros afin de continuer et de développer un refuge LPO au centre de loisirs de Castelsec, dans le cadre de la mise en place d'un projet pédagogique qui sera intégré au projet déjà existant de la structure. Le projet de la structure Castelsec débouchera sur des actions concrètes menées avec les enfants accueillis, création de nichoirs, d'abris à chauves-souris, utilisation de paillis pour potager. Cette mise en place s'effectuera avec le concours des services de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée en charge de l'entretien des espaces verts avec la poursuite du traitement du parc sans aucun pesticide. Outre le fait que ce site est exceptionnel, tant pour ses arbres et arbustes que pour les autres plantations, tout semble réuni pour continuer à accueillir plusieurs espèces d'oiseaux grâce à cet espace naturel. J'ai pu en faire la preuve dimanche matin lors du passage du trail. La commune versera à la LPO France la somme de 186,40 €, 45 € pour l'abonnement programme refuge LPO, qui sont obligatoires, 17,90 € pour l'achat d'un nichoir refuge LPO, 99 € pour l'achat de 10 jeux de jumelles refuge LPO, 6,50 € pour l'achat du dossier pédagogique refuge LPO, 5,50 € pour l'achat du calendrier perpétuel et 4,50 € pour l'achat d'une brochure LPO ainsi que 8 € de frais de port. Monsieur le maire sollicite donc du Conseil l'autorisation de signer avec la LPO France et l'association locale LPO Héros la convention susmentionnée qui définit les engagements de chacune des parties. Je voudrais ici remercier tout l'ensemble du personnel du centre de loisirs qui se mobilise vraiment pour que ces actions soient une réussite et aussi la communauté Hérault-Méditerranée avec laquelle au service des espaces verts nous avons tissé des liens pour que aussi ensemble nous concourions à l'espace, à la préservation de ces espaces. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et je passe la parole à Anne Sutra pour justement le projet de l'Oribel Basse et le bail amphithéotique que nous proposons de passer avec la Fondation Terre de Liens. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous et à toutes. Monsieur le maire rappelle que la ville de Pézenas a fait l'acquisition en 2014 d'environ 14 hectares au lieu dit l'Oribel Basse, afin d'y développer une agriculture biologique dans la vallée de la Peine. Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 1er mars 2021 et du 23 février 2022, la ville a passé une convention avec l'association Terre de Liens pour l'animation d'une dynamique locale d'installation agricole, nourricière et de proximité. Dans ce cadre, une étude a été menée sur les possibilités de mise en valeur agricole des 14 hectares dont la ville a fait l'acquisition en 2014 à la SAFER. Cette étude a fait l'objet de diverses concertations avec la commune et a donné lieu à la remise d'un rapport démontrant la pertinence d'une remise en culture durable de ce domaine. Concernant les voies et moyens de cette remise en culture, il est apparu qu'une modalité intéressante était de confier ce domaine pour une longue durée à un preneur qui se chargerait de sous-louer ces terres à des agriculteurs, ainsi que les ouvrages et bâtiments d'exploitation dont ces derniers pourraient avoir besoin et qu'il appartiendrait alors au preneur d'édifier. Au terme de ce bail, l'ensemble reviendrait à la collectivité communale. Des contacts ont été pris avec une fondation reconnue d'utilité publique, la Fondation Terre de Liens, 625 quai André Régnier à Cré, dans la Drôme. Après visite sur place, celle-ci s'est déclarée intéressée pour prendre le bail amphithéotique, ce bien communal, à bail amphithéotique ce bien communal, afin d'y installer des activités agricoles, exercées par des agriculteurs à titre individuel ou en société d'exploitation, travaillant en agriculture biologique. Cette prise à bail amphithéotique étant à effectuer sous réserve de l'accord des instances de la Fondation, à savoir son comité d'expertise et son conseil d'administration, qui n'ont pas été à ce jour encore consultés. La Fondation s'engage à édifier elle-même le bâti agricole nécessaire à l'activité,
bâti technique, hangar par exemple, et ou unité d'habitation. Des concertations se sont poursuivies avec la dite fondation, aboutissant à un projet de bail amphithéotique dont les principales caractéristiques sont les suivantes. La fondation conservera aux biens loués une vocation agricole. La durée du bail sera de 99 ans, non renouvelable par tacite reconduction. Le loyer, appelé canon, à payer par la fondation sera symbolique, soit 1 € par an. La fondation aura la possibilité d'édifier sur les terres louées tout ouvrage et ou bâtiment utile à l'activité agricole, logement inclus, dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur. La fondation aura la possibilité de sous-louer ses immeubles à des fermiers qu'elle choisira librement pendant toute la durée du bail. L'ensemble, terre et bâtiment, reviendra à la commune au terme du bail, et cela sans indemnité à verser à la fondation. Monsieur le maire propose de conclure le bail amphithéotique 6 juin sur ces terrains avec la fondation Terre de Liens et rappelle que tous les frais, droits et honoraires concernant le bail amphithéotique et tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, sans aucune exception ni réserve, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au bailleur, seront supportés et acquittés par le bailleur et le preneur, qui s'y obligent à hauteur de la moitié chacun. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. J'ai des observations déjà. Bon, je suis d'accord avec Anne jusqu'à remise en culture durable de ce domaine. Après, ça diverge. Parce que je me demande si on a déjà posé la question, regardez si en local, il n'y a pas des agriculteurs qui seraient prêts sur un cahier des charges que la ville pourrait établir à prendre en charge ce type de gestion. Hein. Deuxièmement, je notais rapidement, je n'ai pas eu de retour sur la visite à Mointsartou, qui est un exemple pour moi de réussite d'une politique agricole avec une régie qui a été faite par la ville de Mointsartou, un élu qui est innovant là-dessus. Ils ont basé à partir d'un projet communal une maison d'éducation à l'environnement, à l'alimentation durable qui est extraordinaire. Il y a la fondation Lumia derrière qui s'est installée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, qui ont du sens et qui confortent une politique de développement durable sur la commune de Mointsartou qui est exemplaire. Après, sur le bail amphithéotique qui m'inquiète. Ça, c'est la première partie, pour moi, elle est essentielle. Le bail amphithéotique, moi, je suis absolument opposé en l'état, parce que j'y vois rien. J'entends qu'on va laisser un bâtiment se construire, j'entends qu'on va laisser des choses se faire. Moi, j'ai refusé en son temps à des agriculteurs locaux, et aujourd'hui, je me mords les doigts hein, quand je vois qu'on va lâcher à des gens de l'extérieur j'ai des possibilités de construire, parce que le hangar dans ce secteur-là, ça peut être un massacre selon l'endroit où on le fait. Je veux dire, je ne sais pas si vous réalisez, je me suis battu en son temps pour la vallée de la Peine, la protection de la vallée de la Peine, avec un contentieux que j'ai dû abandonner à la demande du sous-préfet pour la construction d'un hangar qui, à mon avis, n'était pas du tout adapté à la vallée de la Peine. On n'aura pas la possibilité d'agir demain sur ce type de projet si on lâche le foncier. Si la ville, en 2014, a acheté le foncier, c'est pour maîtriser ce qui allait se passer sur le plan paysager et environnemental, alors que la communauté d'agglo à l'époque travaillait en faisant intervenir l'école des paysages de Versailles pour regarder ce qui allait se passer sur cette vallée de la Peine. Bon, on ne pourra pas me faire le procès aujourd'hui d'habiter sur la vallée de la Peine, ce qu'on n'aurait pas manqué de faire hier, je n'y habite plus, mais je reste très attaché à ce secteur qui est un secteur important pour Pézenas et pour le Picénois, et je crois que réellement aujourd'hui, il faut faire attention. Moi, je suis farouchement contre ce projet. Je pense qu'il faut... Terre de Liens est un partenaire qui peut être un partenaire intéressant à condition que l'ensemble du projet soit bien réglé en amont. Là, on donne un blanc-seing à une fondation ou une association, je ne sais pas quel sera le partenaire chez Terre de Liens, avec demain des gens qui pourront... qui demanderont des choses à la ville, hein, parce qu'on aura autorisé les constructions. Ou on va construire à côté de Roquelune, à côté en zone inondable. Je veux dire, on l'a déjà étudié ce dossier, ça serait peut-être bien de temps en temps aussi d'échanger un peu plus entre élus sur ce type de dossier avant de présenter des choses en conseil municipal. Voilà, je pense que j'ai tout dit et je dis pourquoi je voterai contre.
Oui, Monsieur Vogel, je voulais vous informer qu'un cahier des charges a été rédigé, qu'il paraîtra dans le prochain journal municipal. Il a été rédigé par à la fois les techniciens de Terre de Liens et nous-mêmes au niveau des élus. Par ailleurs, moi, Sartou, j'avais rendez-vous avec eux et je devais y aller avec Marie Ballesteros, mais le Covid nous a empêchés d'y aller, donc ça va se faire très prochainement, parce que c'est en effet très important. Sur le bail amphithéotique, nous avons choisi la Fondation Terre de Liens parce que leurs valeurs sont proches des nôtres et qu'ils sont là pour protéger les terres agricoles et que sur la durée, il est important que les agriculteurs se sentent sécurisés sur la durée. Quant au bâtiment, on ne peut pas installer des maraîchers sans qu'ils puissent mettre un minimum de leur matériel pour pouvoir travailler et que ces matériels soient sécurisés. Ceci dit, nous travaillerons sur un bâtiment qui soit écologique avec des matériaux durables. Et ensuite, nous avons aussi fait une réunion publique pour présenter le projet de l'eau Ribelle. Si vous aviez souhaité venir, vous auriez été le bienvenu. qu'à un Mais je moment me tiens donné, à votre on a un disposition problème. pour d'autres Oui, éléments. merci. Mais je pense qu'à un moment donné, on a des, il y a un conseil municipal. Hein. Je pense que hier, on a assez débattu sur l'utilité du conseil municipal. Je pense qu'on peut travailler entre conseils municipaux de manière intelligente et constructive sur des projets, se poser des questions, essayer d'avoir des groupes de travail. Vous l'avez dit hier, ça s'est pas fait dans un contexte qui était compliqué. Je pense qu'on a depuis 2 ans pacifié les relations ou essayé de les pacifier. Aujourd'hui, il faut essayer de co-construire la ville et on peut être un peu utile. Mais en l'état actuel des choses, quand on parle de cahier des charges, on ne parle pas de la même chose. Hein. On parle du cahier des charges de Terre de Liens. Moi, je demandais comment, sur un cahier des charges, on pouvait consulter pour savoir s'il n'y avait pas des agriculteurs locaux qui, aujourd'hui, étaient intéressés pour ces projets. J'ai loupé des choses dans le passé, je veux dire, j'ai fait des erreurs. Quand je dis prends la parole, c'est pas pour critiquer ce que vous faites. Vous faites et vous ferez des choses bien. Mais il y a des choses où on peut aussi profiter de l'expérience. Et je dis en l'état actuel des choses, sur ce dossier, moi, je pense qu'il y a un vrai danger. Que ce soit lancé comme ça sur Terre de Liens sans qu'on ait défini clairement le positionnement du hangar, la manière dont on va pouvoir inscrire les choses dans les paysages, c'est très dangereux. Et donc c'est pour ça que je voterai contre. Voilà, après, je ne suis pas majoritaire. Monsieur Vogel, si je peux me permettre, Mouins-Sartoux est un bel exemple, mais nous avons beaucoup d'exemples depuis à proximité de maraîchage local, comme à Cazoul-les-Béziers. Et quand on décide de passer la cantine municipale avec une régie extérieure, cela ne permet pas d'avoir une alimentation de qualité, en tout cas de moindre qualité que quand on cuisine sur place. Donc tout l'objet de l'eau Ribelle, c'est d'avoir quelque chose de pérenne qui ne soit pas lié à des changements politiques, d'où le choix d'un bail amphithéotique. Anne, tu pourras peut-être aussi le dire dans ce sens, pour que l'alimentation ne soit pas instrumentalisée par des changements d'équipe, mais que ce soit durable sur tout le territoire. Je pense qu'on ne peut pas faire le procès aux équipes qui viennent après soi, hein, un procès dans le futur. Aujourd'hui, on est dans une logique où il y a quand même la main en priorité sur un conseil municipal, c'est les élus, c'est les représentants du peuple, mais à un moment donné, il faut travailler avec des conseillers municipaux. Et après, si aujourd'hui on bloque l'avenir par rapport à ceux qui vont venir et prendre notre suite, c'est un procédé que je trouve un peu curieux. Voilà. En ce qui concerne le fait que la cuisine soit faite avec des produits locaux, je suis tout à fait d'accord. Et l'idée, ça peut très bien être une régie locale qui fait ces produits-là ou des agriculteurs locaux qui servent les cantines locales. C'est pas interdit. Pour cela, il aurait été judicieux de garder une cuisine centrale, communale, ce que vous n'avez pas fait au précédent mandat. Mais sur le débat budgétaire, vous nous avez dit qu'il n'y a pas d'ambition, vous n'allez pas réaliser des choses avant la fin du mandat, et là, on vous propose de réaliser quelque chose rapidement, qui correspond finalement à ce que nous souhaitons tous, de l'agriculture de proximité, de l'agriculture biologique, pas avec un grand investisseur privé, avec une fondation justement, qui n'est pas là pour faire du profit, qui est là pour installer les agriculteurs, qui est connue et reconnue, avec laquelle nous travaillons maintenant depuis le début du mandat, puisque c'est régulièrement passé en conseil municipal. Nous n'avons jamais caché que nous voulions arriver rapidement à un projet sur l'eau Ribelle, non pas juste pour faire, mais parce que vous l'avez dit, ces terrains, ils ont été achetés en 2014, et de 2014 à 2022, il ne s'est rien passé sur ces terrains. Et ça,
c'est gâcher la terre qui est là. Donc on a une étude qui dit ce qu'on peut y faire et maintenant il faut avancer. Aujourd'hui, c'est l'héritage, même pas ni le vôtre ni le nôtre. La ville, elle n'est pas structurée pour avoir une régie municipale du jour au lendemain et de produire elle-même ses légumes. Elle n'a même pas en fonctionnement aujourd'hui le service espace vert. Il est vrai que si on avait le service espace vert, peut-être qu'on pourrait imaginer des évolutions du personnel. À ce jour, il faudrait partir de zéro pour arriver à construire une régie municipale. Vous le dites judicieusement, les charges de fonctionnement, elles sont importantes dans notre budget. Si on veut aller vers une régie municipale, ce qui n'est pas impossible, ce qui est dans nos intentions, on le fera certainement sur d'autres terres agricoles municipales. Mais si on veut avancer et installer les agriculteurs dans cette ville, il faut avancer et prendre des décisions maintenant. C'est le sens de ce bail emphytéotique qui doit encore passer des étapes, et des étapes aussi au sein de la Fondation Terre du Lien, qui doit se prononcer aussi sur leur volonté de réaliser. Mais nous ne sommes pas allés avec n'importe quel porteur de projet. Il n'est pas question de bétonner l'Oribel, il y aura un travail en commun, et puis ça respectera quand même les règles d'urbanisme de Pézenas que vous connaissez très bien, puisque le PLU, vous a fait partie de ceux qui l'ont adopté. En ce qui me concerne, mais bon, si on a choisi sur la cuisine le Qatar, c'était pas quand on a fait le choix de pas avoir de cuisine centrale comme vous dites. À un moment donné, on a fait le choix d'avoir une cuisine locale, puisque on a travaillé avec le Qatar, qui était prêt à accueillir derrière, qui crée une légumerie ressourcerie et qui était prête à derrière à travailler bien évidemment avec les produits locaux. Il suffit de régler la convention, puisqu'on travaille avec le Qatar dans le cadre d'une convention. À nous de régler la convention, la visiter. Bon, donc on a fait un choix qui n'était pas un choix peut-être aussi mauvais que ça. En la matière. En ce qui concerne la deuxième, le volet de dire il faut faire tout de suite parce que vous reprochez de ne pas faire des projets, je dirais ce que je reproche aujourd'hui, c'est pas de ne pas faire des projets tout de suite, c'est de ne pas présenter tout de suite une vision stratégique avec des projets qui soient des projets même de long terme, affichés clairement pour la ville de Pézenas. Donc je dirais allons lentement, nous sommes pressés. Non-tact, nous préférons aller vite et de blinder nos projets pour qu'ils soient utiles à la population et au territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce projet? Je passe aux voix. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point suivant qui est sur les affaires scolaires, c'est à la demande de l'Éducation nationale la dénomination des écoles de l'école élémentaire et de l'école maternelle qui composent le groupe scolaire Bobby-la-Pointe, puisque dans les faits, il est compliqué d'avoir deux écoles qui portent le même nom. Donc le groupe scolaire demeurerait celui de Bobby-la-Pointe, l'école primaire Bobby-la-Pointe, mais l'école maternelle et l'école élémentaire reprendraient leur nom d'origine, Charles Perrault pour l'une, Jules Vallès pour l'autre. Et je le redis, c'est à la demande de l'Éducation nationale, avec la validation du conseil d'école, même si vous me rappelez ma position au moment où on a changé les noms. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et je passe la parole à Robert Vivarès pour la convention avec l'association Eddy Bobby dans le cadre du 16 avril et des 100 ans de Bobby-la-Pointe. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc convention de partenariat culturel entre la ville de Pézenas et l'association Eddy Bobby pour la Mouse Bing Bang Party qui aura lieu donc le 16 avril prochain 2022. Monsieur le maire donc sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer la convention de partenariat entre la ville de Pézenas et l'association Eddy Bobby pour l'organisation de cette Mouse Bing Bang Party dans les rues de Pézenas le samedi 16 avril 2022 à l'occasion des 100 ans de Bobby-la-Pointe. Dans le cadre de Pézenas 2022, vous avez eu le document. Celle-ci détermine l'engagement financier de la ville de Pézenas à hauteur de 15 000 € qui seront versés à l'association et l'accompagnement en coordination, en communication technique et logistique de la ville de Pézenas pour la réalisation de la manifestation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc notez sur vos agendas du 14 au 17 avril et du 26 au 30 pour le Printival qui suivra. Et toujours la parole à Robert Vivarès pour la convention de partenariat entre la ville et l'école intercommunale de musique en pays de Pézenas. Merci Monsieur le maire. Convention de partenariat donc entre la ville de Pézenas et l'école intercommunale de musique en pays de Pézenas. Il est rappelé qu'en vertu de la délibération numéro 15-21 du 15 juin 2021 du CIVOM Pays de Pézenas, et afin de prendre en compte le souhait des communes adhérentes au CIVOM
De nouvelles dispositions relatives à l'enseignement musical sur le territoire du CIVOM ont été mises en place. Vous avez eu la convention. Les communes et les collectivités publiques le souhaitant ont ainsi la possibilité de s'engager à soutenir et accompagner le fonctionnement de l'école dans le cadre d'une convention opérationnelle et financière entre l'école et la commune. Les communes signataires de la convention s'engagent à participer à hauteur de 4 € par habitant au financement de l'école intercommunale de musique, Musique en Pays de Pézenas, sur la base du recensement INSEE en vigueur au 1er janvier de l'année concernée. Monsieur le maire donc sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer la convention susmentionnée avec l'école intercommunale de musique, Musique en Pays de Pézenas. Il y a des questions particulières. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. On passe aux questions de domaine et de patrimoine avec la vente de la parcelle BK 1076 à monsieur Emmanuel Flipot. René Verdeil, je vous laisse la parole. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville est propriétaire d'une cour cadastrée BK 1076 d'une surface de 23 mètres carrés et que cette cour enclavée n'a pas d'utilité pour la ville. Monsieur le maire informe le conseil que monsieur Emmanuel Flipot souhaite en faire l'acquisition. Monsieur le maire propose de lui vendre dans cette cour au prix de 1 725 €. Et monsieur le maire sollicite donc du conseil l'autorisation de signer l'acte de vente à intervenir au profit de monsieur Emmanuel Flipot pour la cour cadastrée, ainsi que toutes les pièces annexes pour un prix de 1 725 €, conformément à l'avis des domaines. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Non, juste une petite question. Oui, bien sûr. Les riverains ont été concertés? Oui, les 2 riverains de la cour ont été... on a proposé aux 2 riverains, donc Emmanuel Flipot et un autre, nous avons écrit avec une date limite de réponse et nous n'avons reçu qu'une réponse d'Emmanuel Flipot. On n'a pas fait d'appel public parce qu'acheter une cour dans laquelle votre maison ne donne pas, ça n'aurait pas été cohérent, mais ça a été fait comme ça justement pour qu'il n'y ait pas de risque de recours. Enfin, il y a toujours un risque de recours, mais que ça ne vienne pas d'un défaut de consultation. Donc les 2 riverains ont été consultés. Est-ce qu'il y a donc une autre question? Je passe aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Lancement de la procédure de déclassement du domaine public communal sur le parking France Télécom. Je laisse la parole à René Verdeil. Monsieur le maire rappelle que la création du centre médical L'Épionne au 12 avenue François Curé en 2019 a entraîné la transformation de la parcelle BN 641 en parking réservé à sa clientèle. Depuis cette date, plusieurs emplacements de stationnement pour une surface d'environ 60 mètres carrés du parking France Télécom sont inaccessibles. Cette surface de terrain correspond toutefois à de la voirie affectée aujourd'hui à du stationnement. Elle fait donc partie du domaine public communal inaliénable. De ce fait, il est nécessaire de lancer une procédure de déclassement du domaine public. Le déclassement doit être précédé, outre de l'enquête publique, de la désaffection matérielle du terrain et de la régularisation d'un document d'arpentage délimitant le terrain d'environ 60 mètres carrés du restant du terrain qui restera conservé par la ville pour l'usage de parking. Monsieur le maire propose de lancer la procédure de déclassement de ce terrain d'environ 60 mètres carrés et invite le conseil à délibérer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Toujours du domaine et patrimoine, lancement de procédure de déclassement du domaine public communal, chemin de service partant de la route de Béziers et finissant sur la parcelle AT 463. Monsieur le maire rappelle au conseil que le chemin de service partant de la route de Béziers, Ford, allant jusqu'aux établissements Alès, a déjà fait l'objet d'un déclassement suite à une enquête publique qui a eu lieu du lundi 29 mai au vendredi 16 juin 2000, 20 ans. Monsieur le maire rappelle qu'il ne subsiste qu'environ 90 mètres de ce chemin de service allant de la route de Béziers jusqu'à la parcelle AT 463 qui n'a pas été déclassée et qui est réservée au passage de différents réseaux selon la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2000. Depuis cette date, cette partie de chemin de terre ne supporte plus aucun trafic mais est restée dans le domaine public communal. Monsieur le maire considère que la présence de réseaux ne justifie pas son classement dans le domaine public et rappelle que cette portion de chemin n'a plus sa raison d'être dans le schéma d'aménagement de la zone. De ce fait, il est opportun de lancer une procédure de déclassement du domaine public. Est-ce qu'il y a des questions particulières?
Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe donc à la jeunesse avec Thomas Guiraud et la convention de partenariat avec la mission locale. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire présente au conseil l'opération Jeunesse Engagement Développement Immersion baptisée JEDI, mise en place par le service jeunesse en partenariat avec la mission locale d'insertion Centre-Héros durant l'été à destination des jeunes âgés de 16 à 17 ans. Des stages seront proposés et seront l'occasion pour certains jeunes de découvrir différents domaines via des professionnels des activités et des métiers, par des mises en situation ou bien des discussions informelles. Les jeunes s'impliqueront dans les projets de certains services de la collectivité et participeront à la réalisation de travaux en tout genre. Préparation et organisation de manifestations, peinture, espaces verts, réhabilitation, aide à l'animation dans les accueils de loisirs, dans l'espace public ou des établissements publics. Ces stages se dérouleront sur 2 périodes, à raison de 63 heures réparties sur 2 semaines. Donc première période du lundi 11 juillet au dimanche 24 juillet inclus, et du lundi 25 juillet au dimanche 7 août. Alors ne vous inquiétez pas, on ne les fait pas travailler le samedi et dimanche quand même. Les jeunes percevront une gratification de 245,70 € pour 63 heures. En début de stage, les jeunes participeront à un temps de découverte de la collectivité et des acteurs éducatifs de la ville organisé par le service jeunesse. Des entretiens individuels et collectifs seront planifiés en fin de stage afin d'améliorer l'action. Monsieur le maire sollicite du conseil l'autorisation de signer la convention de partenariat susmentionnée avec la mission locale d'insertion Centre-Héros. Vous avez eu le document. La convention prévoit qu'il y ait une commission qui se crée pour sélectionner les dossiers, qui est l'adjoint au maire à la jeunesse, la directrice de la mission locale d'insertion, le chef du service accueil et loisirs et le coordinateur jeunesse, et un élu minoritaire. Donc, est-ce qu'il y a un élu qui serait candidat dans la minorité municipale pour y siéger? Vous avez une mentalité de Jedi. On n'a pas choisi le nom, hein, mais s'il n'y a pas d'autres questions ou observations, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et on passe aux ressources humaines avec la création du Conseil social territorial commun entre la commune et le CCAS de Pézenas. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Il est rappelé au Conseil que les élections professionnelles destinées à élire les représentants du personnel se tiendront le 8 décembre prochain. Il est exposé au Conseil que l'article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de la collectivité et de ses établissements publics lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. Ainsi, il semble cohérent de continuer à disposer d'un comité social territorial unique compétent pour l'ensemble des agents, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Le comité social territorial se substituant, depuis la loi du 6 août 2019, au comité technique et comité d'hygiène et de sécurité. Les effectifs cumulés des agents pouvant participer aux élections professionnelles, titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 1er janvier 2022, ainsi décomptés. Commune 174 agents dont 66 hommes et 108 femmes, CCAS 164 agents dont 1 homme et 63 femmes, permettant la création d'un comité social territorial commun. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial commun entre la commune de Pézenas et le CCAS de Pézenas. Le conseil social territorial est placé auprès de la commune de Pézenas. Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 174 agents, et après avoir consulté les organisations syndicales en vertu de l'article 30 du décret du 10 mai 2021, il est proposé de fixer le nombre de représentants du personnel à 5. Lors de la saisine du conseil du comité social territorial, l'avis des représentants de la collectivité sera recueilli en plus de celui des représentants du personnel. Il est proposé que la répartition des sièges du collège des représentants de la collectivité soit définie ainsi: 4 sièges pour la commune de Pézenas et 1 siège pour le CCAS. Les représentants titulaires et suppléants seront désignés par arrêté de l'autorité, respectivement monsieur le maire et le président. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Nous vous consulterons évidemment pour la désignation des élus siégeant au ce qu'on appellera désormais le CST, mais puisque c'est un arrêté, c'est pas dans le cadre du vote du conseil municipal. Je propose de passer aux voix. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 20 qui est en lien avec le 19, c'est la création d'une formation spécialisée au sein de ce CST. Il est rappelé au Conseil que le nombre d'agents couverts par le CST commun dépassant les 200, il est nécessaire de créer une formation spécialisée, destinée plus spécifiquement à aborder les questions de santé, de sécurité et d'hygiène dans les services communaux et de CCAS. Il est proposé au Conseil de fixer le nombre de sièges de cette formation à 5. 5 pour les représentants du personnel et 5 pour les représentants de la collectivité, à raison de 4 sièges pour la commune de Pézenas et 1 siège pour le CCAS. Les représentants de la collectivité seront nommés par arrêté de l'autorité parmi les membres, respectivement, du conseil municipal et du conseil d'administration. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Dernier point, recrutement d'un agent en contrat à durée déterminée par le dispositif volontariat territorial administratif. Benoît Blanc, toujours. La loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique de la loi et à la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ont d'ores et déjà permis de transcrire de nombreuses mesures figurant dans l'agenda rural afin de renforcer l'attractivité des territoires, mais aussi d'améliorer la vie quotidienne des habitants. Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a annoncé le 14 avril 2021 le lancement du volontariat territorial à l'administration, VTA, afin de renforcer l'offre d'ingénierie en direction des collectivités. Il s'agit de permettre à des jeunes diplômés âgés de 18 à 30 ans et d'un niveau Bac+2 minimum d'effectuer une mission d'ingénierie au service du développement d'un territoire rural. Le contrat VTA prend la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 12 à 18 mois. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à un indice brut à la grille indiciaire du grade de recrutement, en tenant compte des fonctions occupées et de la qualification requise pour l'exercice, de la qualification détenue par l'agent, ainsi que de son expérience. Une aide au recrutement forfaitaire de 15 000 € par VTA sera attribuée par l'État à la collectivité. Afin d'assurer des missions d'investissement en mobilité au service de l'urbanisme, la collectivité souhaite pouvoir recruter un technicien à temps complet via ce dispositif. Enfin, le régime indemnitaire instauré par la délibération numéro 7 du 5 juin 2018 n'est pas applicable à ce type de contrat. Les crédits sont inscrits au chapitre 012, article 641-31, dans le cadre du budget prévisionnel 2022. Monsieur le maire sollicite du conseil l'autorisation de signer les documents relatifs au dispositif VTA. Et donc j'attire votre attention sur le point que, en dépit effectivement du coût que cela engendrera pour la commune, il y a quand même une subvention des recettes qui tombent en face. Donc, ça peut être utile dans le cadre d'analyse sur le coût du personnel. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Est-ce que les décisions, les tableaux des décisions hors commande publique et commande publique appellent des questions de votre part? Non. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non plus. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Nous devrions avoir conseil municipal le 18 mai.